Pendant ce temps, la situation humanitaire reste critique dans la bande de Gaza, assiégée et pilonnée sans répit par l'armée israélienne en riposte à l'attaque du Hamas. Quant aux hôpitaux submergés, certains ont déjà fermé faute d'électricité. C'est dans ce contexte que tout au long de la semaine, on donne la parole aux intellectuels africains pour avoir leur regard sur ce conflit. Avec nous ce soir, Sophie Bessis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne. Que vous inspire la position du Togo qu'on vient de voir ici et de certains Togolais vis-à-vis de ce conflit? Écoutez, la politique du Togo, c'est la politique du Togo, mais ce reportage sur les Togolais et cette synagogue est très intéressant dans la mesure où l'on confond malheureusement, et dans de nombreux pays et dans de nombreuses populations, juifs et israéliens. Et ça, c'est, je crois, quelque chose d'extrêmement grave. On peut parfaitement être juif en désapprouvant totalement la politique israélienne. Il y a un État qui s'appelle Israël, qui mène depuis des décennies une politique coloniale à l'encontre du peuple palestinien, et cette politique de colonisation est caractérisée par une brutalité extrême, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de M. Netanyahou, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, et plus encore depuis que M. Netanyahou a inclus dans son gouvernement une extrême droite suprémaciste et raciste. Mais comment expliquer ce manichéisme autour de ce conflit, en particulier le bien face au mal? Et il faut choisir un camp. Alors le bien, d'abord, ce conflit a toujours été extrêmement éruptif dans le monde entier, dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, cette petite région du monde, cette minuscule région, est le berceau des trois monothéismes révélés. Judaïsme, christianisme, islam. Ça ne simplifie pas les choses, c'est le moins que l'on puisse dire, dans la mesure où les tenants de ces trois confessions se sentent plus ou moins, surtout les croyants bien évidemment, mais se sentent plus ou moins liés à ce bout de terre et en font leur affaire. Ce qui est catastrophique parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre religions, c'est un conflit de nature politique. L'État d'Israël, qui a été reconnu internationalement, incontestablement, qui s'est agrandi par la conquête en 1948, qui s'est agrandi par la guerre de 1967, refuse depuis 1967 de rendre des territoires, de rendre les territoires qui devraient ou qui auraient dû constituer l'État de Palestine. Et les résolutions internationales, plus ou moins, quelle que soit l'interprétation qu'on peut en faire, enjoignent à l'État d'Israël de revenir aux frontières du 4 juin 1967, de façon à ce que puisse être créé un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Voilà. Et depuis des décennies maintenant, eh bien, cette solution qui aurait pu être opératoire n'a jamais été mise en œuvre. Et alors, vous me posez la question du bien et du mal. Et d'ailleurs, vous parlez de guerre asymétrique Oui. dans cette tribune au Monde. Vous dites Oui. que, je vous cite, les dirigeants israéliens n'ont pas compris que dans une guerre asymétrique, le faible finit en général par l'emporter sur le fort. Que veut dire cette phrase exactement? Eh bien, quand on prend toutes les guerres de libération, et le XXe siècle nous en donne maints exemples, que vous preniez la guerre d'Indochine, que vous preniez la guerre du Vietnam, que vous preniez la guerre d'Algérie, que vous preniez l'ANC sud-africaine même, qui était face à des régimes, à des pouvoirs extraordinairement plus forts que comptait l'armée nationale de libération algérienne vis-à-vis des troupes françaises, que comptait le Viet Cong puis le FNL vietnamien vis-à-vis de la puissance de feu américaine. Rien. Et pourtant ce sont eux qui ont gagné. Voilà ce que je veux dire. Et donc Israël ferait bien de tirer les leçons de l'histoire, tout simplement, et de ne pas croire en sa toute-puissance, parce que cette toute-puissance et ce syndrome de la toute-puissance, ce que les Grecs appelaient l'hubris, cette exagération, eh bien, peut mener Israël à sa perte, incontestablement, incontestablement. Donc il serait temps, mais malheureusement ce n'est pas le cas du tout, et je suis extrêmement pessimiste en ce qui me concerne, que eh bien, les Israéliens se rendent compte que sans restitution de terre, il ne peut y avoir de paix. Est-ce qu'ils veulent être éternellement en guerre? Est-ce qu'ils veulent disparaître? Et justement, comment se fait-il qu'il y a une sorte de cécité occidentale vis-à-vis de cette colonisation À mon avis, il y a deux israélienne? raisons. Enfin, il y en a plusieurs, si vous voulez. Mais il y en a deux principales. De la part de l'Europe, au fond, l'Europe
est le seul continent qui a connu un génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale par Hitler. 6 millions de Juifs ont été gazés, comme vous le savez, par le régime hitlérien, dans en gros le silence quasi total des autres pays européens. Et les Européens, et par extension les Nord-Américains, essayent de faire oublier cette tâche sur leur histoire. Et ils croient, faussement, en réalité, que faire peser le prix de ce crime sur des gens qui n'y sont pour rien, en définitive, va les exonérer de ce crime. Et donc, ils sont prêts à défendre Israël, quoi que fasse cet État, pour faire oublier ce que eux-mêmes ont fait. Deuxième chose qui m'apparaît importante, c'est qu'aujourd'hui, pour de mauvaises raisons, l'État d'Israël est considéré comme le bastion avancé de l'Occident dans cet Orient dont on se méfie, dans cet Orient qui est considéré comme dangereux, comme menaçant. Et donc les Occidentaux sont prêts à défendre coûte que coûte, en fait, ce bastion avancé de l'Occident. Et les Israéliens se présentent eux-mêmes, le pouvoir en tout cas, comme ce bastion avancé de l'Occident. Et donc, il y a dans cette partialité occidentale, incontestablement, quelle que soit la condamnation juste que l'on peut faire des massacres commis par le Hamas, que les choses soient claires. Mais dans cette partialité occidentale qui devient absolument inacceptable, quand on voit ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, eh bien, il y a ce que j'appelle dans la tribune que vous avez citée, un retour quand même du refoulé colonial, incontestablement. Et que font les États arabes dans tout ça pour la Palestine? Rien. Rien. Pas grand-chose en tout cas, puisque vous savez que les États arabes, alors si vous voulez, depuis la création de l'État d'Israël, les États arabes ont d'une façon ou d'une autre manipulé la question palestinienne à leur profit. Alors, soit en étant dans ce qu'on a appelé le camp du refus, soit en étant dans le camp de la négociation, le mouvement de la résistance palestinienne a pris son autonomie après la guerre de 1967, en réalité, tout en continuant évidemment d'être manipulé par différentes factions. Ce qui est nouveau, en tout cas qui a une dizaine d'années, si vous voulez, c'est que la plupart des États arabes ont pensé que, en négociant avec Israël, poussé par les États-Unis, eh bien, la question palestinienne pouvait être enterrée. Ça a été le but des accords d'Abraham promus par l'ex-président américain Donald Trump. Eh bien, de la pire des manières, peut-être, dans ce qui s'est passé il y a maintenant près de 3 semaines. Mais les Palestiniens ont dit « on ne peut pas nous oublier ». Voilà. Et donc, effectivement, les États qui ont établi des relations, les États arabes avec Israël, avaient un peu trop vite, à mon sens, enterré la question palestinienne. Est-ce qu'un État palestinien aujourd'hui est réaliste, une solution à 2 États comme malheureusement, l'a prôné Emmanuel Macron aujourd'hui? Malheureusement, quand on sait qu'entre Jérusalem-Est et la totalité de la Cisjordanie, il y a 500 000 colons israéliens aujourd'hui. Que ces 700 000 colons israéliens sont la base électorale du gouvernement israélien actuel. Le gouvernement israélien actuel est le gouvernement des colons. Alors, si on veut établir un État en Cisjordanie, il faut virer ces 700 000 colons. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, c'est bien gentil de dire oui, la solution à 2 États. Il y a 30 ans, elle était peut-être possible. À mon sens, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Sophie Bessis, merci. Je rappelle que vous êtes historienne.